Bonjour et bienvenue dans Acteurs Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Dans la série des nouveaux métiers que l'on voit émerger au XXIe siècle, il en est un qui semble être indispensable au développement numérique. C'est le codage. Mais qu'est-ce que c'est que le codage? Concrètement, à quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que ça permet de développer réellement? C'est ce que nous allons voir avec Teremu, le patron d'une jeune start-up spécialisée dans le domaine, et nous le recevons tout de suite dans le studio d'Acteurs Éco. Bonjour Teremu, on va parler avec toi du codage. Alors je vais apprendre beaucoup de choses parce que ce n'est pas un domaine que je connais bien. Et pour commencer, ça sert à quoi? Bonjour Léo, merci pour l'invitation et merci de me donner l'opportunité de parler d'une passion qui est la mienne, le codage. Le codage, c'est simple. Ça veut dire en fait que toi-même, tu es codeur et que tous les matins, tu exécutes une liste de tâches consécutives. Ça, on appelle ça de l'algorithmie. Et c'est la base fondamentale du codage. En gros, le codage, c'est quoi? C'est exécuter des tâches pour arriver à un résultat. On va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que forcément, c'est déjà très, très intéressant, mais à qui ça s'adresse? En fait, le codage, faut se dire qu'à la base, on a pour objectif de résoudre un problème. Donc, le codage, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Et lorsqu'on apprend à coder, on apprend à résoudre des problèmes. Et pour résoudre un problème, ça demande de suivre un certain cheminement. Et d'abord, identifier le problème, ensuite, trouver les solutions et les appliquer. Donc, le codage, j'ai envie de te dire que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à un enfant de 9 ans, à une personne de 40, 50 ans, voire même plus. Et la particularité dans ça, c'est que le codage, lui, il ne bouge pas, mais l'usage du codage, il va évoluer avec les tendances, avec les besoins de la population. Et en gros, en fait, le codage, il va exister jusqu'à la fin des temps, en fait. Alors en 2020, on a beaucoup parlé de l'école 42. Je sais que tu vas pouvoir développer. Qu'est-ce que c'était? Ça servait à quoi? Et est-ce que ça marche surtout? Ouais, l'école 42, c'est une école un peu particulière parce qu'en fait, les étudiants, ils viennent sans payer déjà. Ok, c'est une école qui est gratuite, mais tu dois passer des phases de test qui sont relativement dures. Ils appellent ça la piscine. Et On peut juste développer sur la piscine, ouais, s'il te la plaît? piscine, c'est un temps qui est dédié pour s'assurer que la personne, l'étudiant, il est vraiment conscient de là où il se positionne. Le codage, c'est avant tout une passion, hein. Ça demande une certaine appétence sur le numérique. Et donc, le temps de la piscine, c'est une période où tu vas être livré à toi-même avec des pairs, ce qu'on appelle des pairs, c'est donc tous tes camarades, et tu vas être challengé sur des problématiques à résoudre sans l'aide de personne, si ce n'est tes pairs et éventuellement Internet pour trouver la solution. Donc la piscine, c'est une période où toi, tu vas évaluer vraiment ton désir d'aller plus loin et d'apprendre le métier de codeur, sachant que le métier de codeur, il est très vaste, hein. On va trouver des codeurs sur de l'application mobile, sur du jeu vidéo, sur de l'infrastructure informatique. Et à l'issue de cette période de la piscine, ceux qui ont réussi à répondre à tous les challenges vont être sélectionnés pour partir sur une année, voire 2 ans de formation complète pour développer des compétences et un métier d'avenir. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que pendant cette formation d'un an, 2 ans, très rapidement, les étudiants arrivent à avoir un travail au bout d'un an. Donc il y a de l'insertion professionnelle à la clé. Exactement. Et j'avais cru comprendre que c'était aussi, ça avait été dédié au départ pour des jeunes des banlieues, des jeunes en difficulté. Donc il y avait en plus une notion sociale d'insertion à l'emploi. Alors, à la base, il faut comprendre qu'une formation de codage et de manière générale, une formation liée à l'informatique est relativement coûteuse. Ça demande un certain budget sur l'année, voire même sur 2, 3 ans, hein, pour avoir des compétences et un diplôme qui soit relativement important. Effectivement, le pari des fondateurs, c'était de donner l'opportunité à des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, les moyens humains aussi, de construire en fait un avenir qui est de ce périn parce que le numérique, dans son sens le plus large, est voué en fait à évoluer. On le voit, il suffit de regarder l'actualité, les réseaux sociaux, on voit là ce qui fait tendance, c'est l'intelligence artificielle.
Et donc, le pari, c'était de donner les moyens pour y arriver. Sauf que il ne suffit pas de dire, voilà, les portes sont ouvertes, viens à l'école, étudie. Il faut aussi donner des opportunités tangibles. C'est pour ça que les fondateurs de l'école 42 se sont associés avec plusieurs partenaires, des grosses boîtes, pour déjà permettre d'avoir un stage au bout d'un an. Et si le profil est relativement intéressant, d'embaucher tout de suite après. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui, au bout d'un an, sont déjà embauchés dans de grosses boîtes. Dans une interview, tu parlais d'une approche plus manuelle et plus ludique pour le codage. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, moi, je conçois l'apprentissage du codage dès le plus jeune âge, dès 9 ans. Alors, dès 9 ans, pourquoi? Parce que plus jeune, on n'a pas encore la capacité d'être concentré sur une tâche au-delà de 20 à 30 minutes. Alors qu'à 9 ans, on va être amené à gérer des problématiques qui demandent plus d'attention. Donc, à partir de 9 ans, on peut commencer déjà à toucher au codage, à toucher à tout ce qui rapporte à la réflexion, à la résolution de problèmes. Mais il ne faut pas oublier en fait que ça reste un enfant à 9 ans. Donc, il a besoin de toucher, il a besoin de réfléchir, de construire. Et donc, l'approche de l'apprentissage au numérique, elle peut se faire par le biais d'activités, ce que moi j'appelle des activités déconnectées. Typiquement, si je peux citer un langage de programmation qui s'appelle le HTML, c'est ce qui permet de faire des sites internet. Et ben on va utiliser des briques sur lesquelles est indiqué le code. Et les enfants, ils ont juste à construire, comme ils le font déjà en fait, depuis la maternelle, tu vois, avec des briques, construire quelque chose. Et le résultat, c'est que non seulement ils s'amusent à le faire, mais en plus de ça, ils comprennent. Ils comprennent la démarche, ils comprennent la logique et ils comprennent surtout où est-ce ils doivent aller pour arriver à un résultat qui est celui de construire un site internet. Est-ce que le fait que on est en Polynésie, on est éloigné de tout. Moi, j'ai été très impressionné par l'intérêt que les Polynésiens ont dans tout ce qui est informatique, jeux vidéo et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une prédisposition des Polynésiens pour l'informatique, pour les jeux vidéo, pour le codage? Est-ce que tu sens qu'on est dans un pays qui est en tout cas très orienté vers ça? En fait, je crois qu'on est dans un pays où on se développe. Alors, peut-être pas aussi vite que d'autres pays, mais c'est vrai qu'on se développe, hein. Si on regarde dans les années précédentes, la connexion Internet, elle était relativement basse. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des débits qui sont relativement intéressants. Et puis, l'essor des réseaux sociaux a fait qu'on a accès à l'information, on a accès à ce qui se fait ailleurs. Il faut savoir que Facebook, par exemple, c'est le réseau social de Polynésie, au contraire de d'autres pays. Et pour autant, en fait, sur Facebook, on va avoir une tonne d'informations. Alors, il y a les défenseurs de l'intox ou je ne sais quoi, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, cette accessibilité-là a rendu et a même vulgarisé, voire banalisé l'accès à l'information. Et de ce fait, en fait, le Polynésien, il se projette. Il faut dire que le jeune aujourd'hui, il a envie de vivre ce que les autres vivent à l'étranger. Ça favorise le développement de l'intellect, parce que le jeune a envie de créer du contenu, par exemple. Tu vois, beaucoup, si tu regardes sur TikTok, tu vas voir des comptes de jeunes qui font des vidéos de danse, etc. Mais tu vas voir aussi des jeunes qui vont aller plus loin en voulant créer des jeux vidéo. Et là, effectivement, on a un beau vivier en Polynésie qui non seulement s'intéresse, mais aussi commence à être acteur. J'ai un ami qui aujourd'hui arrive à travailler avec les plus grands créateurs de jeux vidéo. Donc, il y a un potentiel, il y a une envie de la jeunesse, mais il faut pousser cette jeunesse, il faut lui donner le chemin, enfin lui dire où est-ce qu'il faut aller, et puis surtout, il faut pousser notre jeunesse polynésienne. 25% du PIB voilà, pour l'audiovisuel et le numérique, avec un espoir d'y arriver en 2030. Ouais. Est-ce que ça te paraît cohérent, ça te paraît réaliste? Je vais reprendre les plus grandes expressions des grands inventeurs. C'est si on ne rêve pas grand, on ne le fera jamais.
Mais on a l'avantage, nous, aujourd'hui, à notre époque, d'avoir beaucoup plus de facilité que nos anciens inventeurs, où eux, ils ont expérimenté des milliers de fois, ils se sont plantés, alors que nous, on a des exemples concrets de personnes qui ont réussi, qui sont partis de rien et qui ont monté une société qui vend des milliers de téléphones, des milliers d'ordinateurs. Tu vois, ils ont commencé dans un garage. En Polynésie, on a des garages. On est capable de le faire. La seule différence, j'ai envie de dire, entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est l'implication, l'engagement que la personne met dans son projet. Donc, atteindre ces 25%, effectivement, ça semble un pari fou, mais c'est un pari qui peut être atteint si effectivement tout le monde s'y met, les acteurs essentiels s'y mettent et que la Polynésie y voit son intérêt. Alors, est-ce que c'est un métier de niche? Est-ce que c'est un métier d'avenir? Le métier de codeur, aujourd'hui, il y a de la demande. On peut, pour ceux qui nous écoutent, dire allez-y, il y aura de l'emploi et c'est en plein développement. Alors, Léo, merci pour cette question. Ce n'est même pas un métier d'avenir, c'est un métier d'aujourd'hui. Il y a déjà des demandes, il y a déjà des postes à pourvoir, il y a déjà des projets à créer. Et même, il y a des projets, des idées à développer parce qu'en fait, le besoin, il est là tout le temps. Le métier de codeur, comme je le disais tout à l'heure, dans son sens le plus large, permet en fait d'imaginer des perspectives. Maintenant, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que oui, il y a des postes à pourvoir, mais si je sors du cadre de la notion d'employé, il y a de l'argent à se faire en fait, tout simplement. Tu vois, tu vas dans une entreprise, tu demandes comment tu gères ton stock, il te dit je le gère sur papier, et ben tu peux automatiser ça. Là, il y a du business à se faire, tu vois. Il y a même un emploi, l'entreprise peut t'employer pour ça. Il y a un métier aujourd'hui, mais il y a un métier aussi demain parce que le numérique se développe. Les gens qui mettent en place des outils, ben, je prends juste l'exemple des IA, la multiplication, l'effet multiplicateur, il n'est pas x10, il est x1000. On reprend il y a à peine un an, l'essor de OpenAI avec ChatGPT, ça fait un boom, alors que les IA existaient déjà, tu vois. On voit tous les jours des dizaines d'IA qui se développent. Donc, dans 10 ans, on sera encore là à développer des choses. Peut-être préciser ce mot, Zia. Alors, IA, c'est tout simplement intelligence artificielle. D'accord. Voilà, c'est la conception en fait d'outils qui permettent d'agir à la place d'un être humain. Voilà, et on va y mettre un certain nombre de données, entraîner l'ordinateur à le comprendre, à l'analyser et à restituer une information. Alors, le codage, tout ça, c'est très intéressant et merci de préciser un peu les choses parce qu'on découvre avec toi. Le codage, c'est aussi pour mettre en place des applications, on l'a bien compris, mais on parle de piratage aussi en ce moment. Donc, par rapport au piratage, celui qui est codeur peut empêcher le piratage ou peut devenir le pirate de demain. C'est une bonne question. En fait, c'est simple. Quelqu'un qui sait coder va savoir résoudre un problème. Je reviens toujours à ce principe-là, résoudre un problème. Un hacker, son problème, c'est de pénétrer dans un ordinateur, dans l'intimité numérique d'une personne. Donc, à partir du moment où il sait coder, c'est qu'il va chercher à résoudre un problème. Un codeur peut être hacker dans deux sens. Soit dans le mauvais sens, et effectivement, il va aller chercher de l'information et la monétiser, voire même se faire passer pour quelqu'un. Et on a une autre facette du hacking qui s'adresse à des personnes qui sont beaucoup plus éthiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des hackers éthiques. Et eux, ils sont embauchés pour effectivement vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité et dire à une entreprise, là, il y a un souci, c'est là qu'il faut mettre de l'effort et sécuriser les systèmes d'information. Donc le hacking, il s'adresse à un codeur, tout bêtement. Et effectivement, demain, quelqu'un qui te dit qu'il sait faire quelque chose, qu'il sait faire un site internet ou une application mobile, il est en capacité de te hacker. La dernière question, et merci encore, pour les téléspectateurs, combien de codeurs il nous faudrait dans les 5 prochaines années, d'après toi, si on pouvait chiffrer un peu tout ça? C'est une question qui est un peu difficile. Je vais y répondre en me projetant en fait dans mon souhait pour la Polynésie d'arriver à proposer pour nos Polynésiens
voire même pour l'international, de la compétence. Et pour moi, il serait bien qu'en fait, à horizon 3 à 5 ans, on ait une centaine de développeurs qui soient non seulement acteurs en Polynésie, mais aussi outre-Pacifique. Merci en tout cas, vous l'avez bien compris, le monde économique bouge et change, évolue. On a besoin de codeurs en Polynésie, c'était le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. On retrouvera d'autres acteurs économiques pour d'autres messages. À très bientôt sur TNTV.